j'étais gamin, je vivais seul avec ma mère. On vivait dans la propriété de ma grand-mère, une vieille ferme à 3 étages, juste en bordure des bois. C'était assez loin de la route, au bout d'un long et obscur chemin de gravier. On se sentait vraiment isolé la nuit, étant loin de toutes les autres maisons, dans cette zone qui n'avait pas été habitée depuis 30 ans au moment où on s'y était installé. Assez souvent, j'étais un enfant très turbulent, et quand ma mère partait travailler, il arrivait que je ne prenne pas le bus scolaire et que je passe la journée seul à la maison. On se sentait souvent incroyablement seul et isolé dans cette grande maison. Alors je passais le plus clair de mon temps dans la forêt qui s'étendait derrière. À bonne distance dans les bois, assez loin pour que je ne puisse plus entendre les appels de ma mère, il y avait un pin couché qui s'était abattu sur un autre. Un énorme tronc se tenait à présent, figé comme un arc au-dessus du sol de la forêt. J'adorais grimper sur la souche déchiquetée au pied de cet arbre tombé et me maintenir quelque part vers le milieu. Je n'arrivais jamais à continuer jusqu'en haut, parce que la pente devenait simplement trop raide pour continuer. Et j'avais la manie de me faire peur en regardant à quelle hauteur j'étais. Un jour, alors que j'étais assis à mon endroit habituel sur l'arbre tombé, assez loin du sol, j'écoutais les chants des oiseaux en profitant de la chaleur du soleil sur ma nuque, quand j'ai entendu quelque chose en bas qui m'a paralysé de frayeur. « Hé, gamin !» J'ai eu grandement peur pendant un moment. La voix venait de juste en dessous de moi. Je me suis penché pour regarder en bas, mais le banc du tronc me masquait la vue. Pendant un long moment, je suis resté là, silencieux, et j'en suis arrivé au point où j'étais presque convaincu d'avoir simplement imaginé cette voix. « Je sais que tu peux m'entendre. » Sa voix était bien plus forte cette fois. Si forte que j'ai hurlé de frayeur et que je me suis hissé un peu plus haut sur la grume. Tremblant nerveusement, j'ai enfoncé mes ongles dans l'écorce, en m'accrochant étroitement à la vie. Je me suis assis là, tentant de garder mon calme pour Dieu sait combien de temps encore. Même si je ne le voyais pas, la présence de la chose en dessous de moi était claire. Les chants d'oiseaux étaient devenus plus bas, plus timides, et en écoutant attentivement, j'entendais clairement une respiration humaine. Rassemblant tout mon courage, je me suis décidé à me prouver que tout ça n'était que mon imagination, en me penchant le plus loin que je pouvais sans risquer de tomber. M'accrochant fermement à l'écorce derrière moi, j'ai allongé les bras et regardé en dessous, obtenant une large vue sur les sous-bois, quand soudainement, « Descends tout de suite, ou c'est moi qui viens te chercher. » La voix était si forte que j'ai eu l'impression qu'elle m'avait crié en pleine face. De frayeur, j'ai relâché mon emprise sur le tronc et j'ai basculé de la plateforme. Je n'ai évité la chute qu'en m'agrippant à une branche, et pendant une horrible seconde, mes jambes se sont balancées dans l'air frais. Dès que j'ai pu me hisser sur le tronc, j'ai couru à toute vitesse au sommet du pin tombé, jusqu'à un point que je n'avais jamais atteint jusque-là. Je me suis arrêté là, juste en dessous de la cime qui craquait, me pissant dessus, fixant le pied de l'arbre où le bois partait en écharde, m'attendant à tout moment à voir quelqu'un ramper vers moi le long du tronc. Au lieu de ça, je n'ai entendu que le vent qui sifflait dans les feuilles autour de moi, et parfois quelques chants d'oiseaux. Il a dû s'écouler à peu près 2 heures, avant que ma mère rentre à la maison et me trouve, après bien des recherches, des tremblements et des cris au sommet de l'arbre tombé. Même si cet incident nous a beaucoup effrayés, ma mère et moi, j'ai assez vite récupéré, même si je ne suis plus allé aussi loin qu'avant dans la forêt, et que je n'ai plus jamais ne serait-ce qu'approché cet arbre mort. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai reçu la corvée d'aller chercher du bois de chauffage dans le cabanon au fond du terrain, juste à l'orée de la forêt, et de le ramener dans la maison. C'était un travail assommant, et j'avais choisi de toujours le faire au crépuscule, quand l'air était plein de moustiques et que le brouillard recouvrait la pelouse. Au moment où je faisais mon dernier aller-retour, je sprintais toujours jusqu'à la maison, effrayé. Une des choses que j'aimais le moins dans ce travail, c'était que la cabane était pleine d'effraies. Si vous avez déjà vu la face d'une effraie qui vous fixe du haut d'une poutre, vous devez vous douter comme ce cabanon me mettait mal à l'aise. Lors d'une de ces nuits, le brouillard s'était montré plus épais que jamais. Une épaisse brume argentée recouvrait tout le paysage et limitait mon champ de vision à une petite sphère autour de moi. Même si la cabane n'était pas loin de la maison,
Je me suis senti complètement désorienté et j'ai pris la mauvaise direction plus d'une fois, 2 fois droit vers les bois pour une raison ou une autre. Au moment où j'ai atteint ma route précédente, le brouillard était trop épais pour voir le chemin. L'humidité me piquait les yeux et ça rendait ma vision floue. En avançant à tâtons, j'ai fini par rentrer tête la première dans un arbre, lâchant tout le bois que je transportais sur mes pieds. Alors que je me baissais pour le récupérer, les pieds tremblants de douleur, j'ai réalisé que la brume était si épaisse que je ne pouvais même pas voir mes genoux. J'ai décidé de foncer à la maison, pensant qu'on avait bien assez de bois pour cette nuit. Cependant, il commençait à faire vraiment sombre, et je n'arrivais plus à trouver mes repères pour savoir quelle direction prendre. Même en faisant quelques pas prudents dans chaque direction, essayant de me figurer où j'étais, je n'arrivais à trouver aucun point de repère. Je n'arrivais même pas à situer la clôture ou le portail, et plus je marchais, plus je rencontrais d'arbres, des aiguilles de pin et de la boue sous mes pieds, à la place de l'herbe humide. Après un moment, j'ai réalisé que j'avais même perdu le cabanon. Me maudissant d'être si bête, je me suis rendu compte que j'étais perdu quelque part à l'entrée du bois. J'ai crié le plus fort que je pouvais pour que ma mère m'entende. Mais j'ai eu pour seule réponse un grand silence venant des profondeurs de brouillard. Je m'étais de toute évidence trop éloigné de la maison pour être entendu. Alors que la panique commençait à me prendre, j'ai remarqué quelque chose de rose qui bougeait sur le tronc d'un pin. En m'approchant, j'ai vu que c'était un carré de papier rose déchiré. Il y avait une flèche dessinée dessus, et elle pointait à droite. Ça ressemblait vaguement à quelque chose que ma mère aurait pu faire, j'ai pensé, pour éviter que je me perde. Alors bêtement, j'ai suivi la direction donnée par cette flèche verte, tremblant dans l'air qui devenait de plus en plus froid. J'ai continué de marcher pendant 5 minutes, avant de m'arrêter pour reprendre mon souffle. Mon cœur battait si fort que je commençais à avoir mal. Alors que je m'asseyais, j'ai remarqué ce qui semblait être une autre feuille flottant sur un tronc non loin. J'ai remarqué que celle-ci était figée avec un long clou. Elle portait une autre flèche, celle-ci pointant en haut, et une petite note, négligemment écrite, qui disait « Par ici ». Malgré ma panique qui grandissait, je me suis persuadé que ces notes étaient ma seule chance de regagner la maison avant la tombée de la nuit. Je désespérais de sortir de cet enfer, et mon front était moite de sueur froide. Alors j'ai suivi la flèche verte, jusqu'à apercevoir de nouveau un faible éclat rose, sur une pente avec des grumes effondrées et une litière de feuilles. Il commençait à faire vraiment sombre, et je devais plisser les yeux pour voir ne serait-ce que quelques mètres devant moi. Je suivais les flèches, de moins en moins rassuré sur ma position. Je me suis enfoncé dans les bois, à tâtons dans le brouillard pour éviter de me prendre un arbre. J'ai atteint la 3e note dont la flèche pointait encore vers le haut. Elle indiquait une pente de plus en plus raide, que je n'avais jamais vue près de la maison. Un smiley souriant négligemment dessiné au-dessus. À ce moment, j'ai fini par paniquer, et je n'ai plus su faire face. Je suis resté là, et j'ai commencé à pleurer. Alors que je m'effondrais contre le tronc d'un pin, la pensée m'a traversé l'esprit que je risquais de rester dans cette forêt toute la nuit. Ça s'est insinué en moi comme une seringue plantée dans mes veines. J'ai cherché autour de moi un autre carré rose. Plissant les yeux, troublé par ces notes, aucune d'entre elles ne semblait abîmée malgré les pluies de la semaine dernière. J'arrivais à les lire de loin sans problème. Ce que j'ai lu m'a glacé. Je me suis tenu sur mes genoux, totalement silencieux, tremblant de peur. Mes oreilles étaient sensibles au moindre petit bruit dans le brouillard. Pendant un long moment, je suis resté là dans cette brume mouvante, lisant et relisant cette horrible note, encore et encore. Quand un craquement de bois quelque part derrière moi m'a fait sprinter, quasiment à l'aveugle, des brindilles griffant mes chevilles et mon visage, tandis que je courais. Sur la note, écrit en grosses lettres vertes, se trouvait mon nom. J'ai cru courir pendant des heures, avec tout le long la pluie et la brume qui clapotaient sur mon cou, comme un souffle maladif qui courait derrière moi. Je ne sais pas comment, mais j'ai tout de même fini par atteindre la maison. Toutes les lumières étaient éteintes, et je me suis démené pendant un moment pour trouver mes clés. Quand je les ai trouvées, je me suis enfermé à l'intérieur et j'ai rampé jusqu'à mon lit, où je suis resté éveillé jusqu'au matin. Maman avait juste pensé que je rentrerais et que j'irais me coucher,
et n'avait pas pensé à garder les lumières allumées. C'était un miracle, ou bien une étrange coïncidence, que j'ai réussi à retrouver la maison. Ma mère est le seul témoin du dernier incident qu'on ait connu dans cette foutue maison. Jusque-là, elle n'avait rien vécu des événements étranges que j'avais connus, même si on était d'accord tous les deux au sujet de son intérieur oppressant et de sa situation au milieu de ces bois lugubres. Même si je n'étais jamais été très populaire, vivant en pleine campagne à l'opposé de tous les gens de mon école, j'ai noué des amitiés étroites durant ma première année au lycée. Un de mes amis, Armand, m'avait invité à passer la nuit chez lui. Ma mère m'a conduit chez lui, à peu près à 5 km de chez nous, puis elle est repartie à la maison. La nuit s'est bien passée, on a regardé un film d'horreur et mangé une pizza. Ma mère était rentrée seule pour écrire un peu. Elle travaillait dans un magazine à l'époque. Il devait être à peu près minuit, quand j'ai reçu un texto de sa part, tout en lettres capitales. Si c'est une blague, dis-le-moi tout de suite. Pensant qu'elle plaisantait, j'ai répondu « Calme-toi, qu'est-ce qui est une blague ?» Elle a répondu presque immédiatement « Es-tu à la maison ?» Bien sûr, j'ai répondu non, même si j'étais totalement dérouté. Je n'ai reçu aucun autre message avant 3 heures du matin, quand elle m'a dit de me rendre chez ma grand-mère et de ne tenter par aucun moyen de rentrer à la maison. Je me rappelle de la pluie torrentielle quand je suis allé chez ma grand-mère. J'étais complètement trempé en arrivant. J'ai dû combattre la tentation de rentrer chez moi et de poser mon sac, mais les textos reçus durant la nuit étaient un avertissement suffisant pour ne pas le faire. Quand je suis arrivé, ma mère et ma grand-mère déjeunaient. Dans un premier temps, maman m'a paru aller comme d'habitude, mais en la regardant mieux, je me suis rendu compte que toutes les couleurs avaient quitté son visage, et elle tremblait légèrement. À un moment, elle a même laissé tomber son verre sur le sol, en reculant de frayeur, alors que le chat se frottait contre ses chevilles. Ce n'est que tard le soir, après que ma grand-mère se soit endormie, qu'elle a raconté ce qui s'était passé. Elle a insisté pour que je ne dise rien à grand-mère, craignant que tout ça ne heurte trop son esprit superstitieux. Elle m'a raconté ce qui s'était passé la nuit où j'étais chez Armand, avec d'horribles détails. Ma mère était dans le salon au rez-de-chaussée, assise au coin du feu sur le canapé. Les rideaux encadraient une vue sur les cimes au crépuscule, et elle travaillait sur son prochain article. C'était si faible au début qu'elle l'a à peine remarqué. Mais au bout d'un moment, ma mère aperçut de petits coups frappés sur la fenêtre derrière elle. En allant voir, elle a vu plusieurs gros papillons bruns d'une espèce qu'on rencontrait souvent dans les environs, se cognant contre les vitres. Supposant que c'était la cause des bruits, elle est retournée à son travail, même si elle se sentait un peu déstabilisée. Ce n'est que quand les coups sont devenus de plus en plus forts, qu'elle y a fait plus attention, et a remarqué que des cailloux étaient jetés sur la fenêtre, venant de l'obscurité du bois. Elle les voyait apparaître dans l'ombre d'un buisson, puis retomber et rebondir sur les vitres. En regardant attentivement, elle pouvait voir de petites fissures, là où le verre avait reçu les projectiles les plus lourds, juste au niveau où sa tête se trouvait quand elle était assise. Un temps captivée, elle a tenté de regarder l'ombre attentivement pour repérer d'où les cailloux étaient lancés. Puis elle a brusquement reculé, choquée. Elle m'avait vu, debout, dehors, à moitié caché derrière un arbre, tout près de la fenêtre, affichant un large sourire et la regardant fixement. Mon seul œil visible était grand ouvert. Elle en voyait tout le blanc. Elle a étouffé un cri en voyant son propre fils la fixer avec ce sourire. Ça ne bougeait pas et ne clignait même pas des yeux, mais ça se tenait près d'un des pins les plus proches, loin de là d'où provenaient les cailloux, qui continuaient d'arriver comme une averse assourdissante. Mon visage continuait de lui imposer ce sourire oppressant. Pensant que tout ça n'était qu'une très mauvaise blague, d'où le texto qu'elle m'a envoyé plus tard, ma mère a crié mon nom à s'en époumoner, terrorisée au plus profond d'elle-même. Cependant, au lieu de répondre, la bouche de cette chose derrière l'arbre a commencé à bouger, comme si elle prononçait des mots silencieusement, et vraiment, vraiment vite. Soudainement, elle a tourné sa tête sur le côté et a paru s'adresser à quelqu'un d'autre derrière l'arbre, que ma mère ne voyait pas. Mais elle pouvait voir une silhouette noire, accrochée de l'autre côté de l'arbre. Le garçon qui me ressemblait continuait à regarder ma mère et agiter ses lèvres, puis se tournait et parlait à la chose à ses côtés. Puis elle se tournait de nouveau et recommençait. Enfin, rompant son discours silencieux,
Elle a soudainement pointé ma mère du doigt et a commencé à rire. Ma mère a crié et s'est enfuie dans ma chambre au deuxième où elle s'est enfermée, s'asseyant sur le bord du lit. Elle écoutait en larmes les cailloux s'abattre sur les fenêtres. Ma mère m'a dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité dans ma chambre. Il y avait une odeur atroce dans l'air et un bourdonnement bizarre dans les murs, d'après sa description. Elle a prié pendant un moment, avant d'abandonner et d'écouter à nouveau les cailloux jetés contre les fenêtres et les murs. Et ce bourdonnement bizarre. En écoutant plus attentivement, elle s'est rendue compte que ce son n'était que la nuance la plus grave, la plus basse d'une voix qui marmonnait. Elle a reconnu la voix avec horreur, puis, sans doute trop effrayée pour regarder, elle a incliné la tête vers la porte du placard, où on pouvait voir un horrible visage blanc, qui la fixait, la bouche tordue et béante qui murmurait à toute vitesse. La porte n'était qu'à 1 mètre de ma mère. Elle a commencé à s'ouvrir doucement. Totalement terrorisée, elle s'est jetée sur la porte de la chambre, cherchant le loquet, tandis que des pierres de plus en plus grosses s'écrasaient contre la fenêtre qui a fini par se briser. Elle a finalement pu sortir, courant hors de la maison sans quitter les bois des yeux. Atteignant finalement la voiture, elle a démarré aussi vite qu'elle a pu. D'après elle, alors qu'elle regardait en arrière, juste en arrivant au bout du long chemin qui menait à la maison, elle avait vu 2 très nettes formes humaines dans l'encadrement de ma fenêtre brisée qui l'observaient tandis qu'elle s'éloignait de la demeure. Ça devait être leur adieu final, vu que ma mère n'est plus jamais revenue là-bas. Alors qu'elle me racontait tout ça, elle a fondu en larmes. Je ne doutais pas de ses dires, et aujourd'hui encore je n'en doute pas. Je crois très honnêtement qu'elle a vraiment vécu ce qu'elle m'a dit cette nuit-là. Il était clair que nous en avions fini de vivre dans cette maison, une fois pour toutes. Je ne suis revenu qu'une seule fois, avec mon père que je ne voyais très rarement. Il a fait le chemin depuis un autre état pour nous aider à déménager. Maman avait déjà trouvé un appartement en ville et s'y était installée. Mon père et moi, nous nous contentions de charger son camion avec tout ce qu'on avait laissé sur place. C'était un matin silencieux et ensoleillé, ce jour où nous avons vidé les lieux. Je voudrais bien pouvoir dire qu'il y ait eu une conclusion, un dernier incident pour finir tout ça en beauté, mais il ne s'est rien passé de spécial. C'était juste un grand soulagement de partir d'ici. Cependant, j'ai encore 2 faits à mentionner. Premièrement, en cherchant dans la maison des traces des intrus, on a vu que plusieurs fenêtres, dont celle de la cuisine et celle de ma chambre, avaient été brisées et que des pierres étaient répandues en grand nombre sur le sol. Deuxièmement, papa est allé un peu dans les bois pour prendre une pause. Quand il est revenu, il m'a demandé depuis quand nous avions une balançoire. Inutile de dire que nous n'en avions jamais installé une. Aussi, j'ai été plutôt dérangé de voir qu'une balançoire avait été assemblée durant la semaine où je m'étais absenté et suspendue à une autre branche du vieux pin sur la crête, celui contre lequel s'appuyait la vieille grume, où j'avais cessé de grimper il y a des années. La corde semblait neuve et l'assise en bois était parfaitement polie et poncée. Mon père, qui voulait éviter que les derniers événements me reviennent à l'esprit, a supposé qu'un de nos voisins l'avait posée là, ignorant le fait qu'elle était sur notre propriété. Évidemment, il savait bien que la maison était totalement isolée et que nous n'avions aucun voisin à moins d'1 kilomètre. Il n'y avait aucune maison dans tout cet espace, et tout le temps que j'ai vécu ici, je n'ai jamais vu la moindre trace d'une autre habitation humaine. Mais j'ai laissé tout ça derrière moi, heureux de dire bon débarras, alors qu'on s'éloignait une dernière fois des lieux. Pour le gros de l'affaire, j'ai pensé qu'il serait mieux d'essayer d'oublier ce qui s'est passé là-bas, même si par moments, je ne peux tout simplement pas. Il s'est passé assez de temps depuis pour que je ne sois plus effrayé à l'idée d'en parler. Mais pendant une longue période, je n'ai pas pu. C'est Halloween. N'est-ce pas le bon moment pour vous parler de tout ça? Ma grand-mère a vendu la maison peu de temps après qu'on en soit parti, à un jeune couple et leur petit garçon, même si ma mère a insisté pour que les lieux soient laissés vides. Aujourd'hui, elle refuse absolument d'en parler. Je suis moins tendu sur le sujet, même si par moments je ne peux pas empêcher mon imagination de courir. Tout ce que je peux faire, c'est penser à cette vieille maison, à l'arbre tombé, aux nouveaux occupants.
et à la balançoire oscillant doucement dans le vent près du jeune enfant qui fait ses premiers pas.